C'est bien entendu pas un tableau numérique. Le tableau numérique, c'est l'arrivée de l'informatique dans les salles de classe. C'est enfin l'arrivée, pas du numérique, de l'informatique. On peut enfin faire des choses sérieuses. Et ça requiert, bien entendu, un travail de reconception. Et c'est pour ça que la formation est importante. Là, ce que je dis, c'est vraiment étayé par les données. C'est pas juste un outil dont j'ai à me demander en quoi il est compatible avec mes pratiques actuelles. C'est un outil qui peut m'engager dans un travail de reconception de mes progressions et de mes activités. Et là, oui, ça vaut le coup d'être formé. De la même manière que quand on sait utiliser une mobilette et qu'on veut se mettre à conduire une voiture, on a besoin d'être formé. Ce n'est pas parce qu'on est très fort sur un scooter qu'on va savoir utiliser une voiture. Il y a vraiment un changement qui nécessite une formation. D'accord. Alors, une question pour continuer notre échange. Mathias, tu enseignes aussi auprès d'autres publics que ce public-là ? Oui, tout à fait. J'ai des cours classiques en amphithéâtre ou en salle de TD. Alors, ça se passe comment ? On va le savoir. Alors, clairement, pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire un enseignement en présentiel parce que j'ai tous mes repères, ne serait-ce que mes repères des nombres d'années d'études que j'ai suivis. Et faire un enseignement à distance, moi, je l'ai d'abord vu comme une contrainte. Déjà parce que c'est un plaisir d'avoir des étudiants en face de soi. Moi, si je suis professionnel et que je vais donner des cours à l'université, c'est justement pour ce contact, pour pouvoir rencontrer des étudiants, échanger. Et là, c'est quand même très dépersonnalisé, très aseptisé comme formation. Donc, c'est pour ça que j'ai eu ce recours à Game of Thrones. C'était pour essayer de rendre le projet intéressant, sinon je ne l'aurais pas fait. Si c'était pour faire dans de moins bonnes conditions ce que je faisais dans d'autres départements de l'université en enseignement classique, ça ne m'intéressait pas. Donc c'est pour ça que je pense que le détournement et le recours à des prétextes pour rendre plus attractif quelque chose qui, a priori, l'est moins. Je pense vraiment que l'enseignement à distance, je ne le vois pas comme une amélioration en soi à la base. On va le faire pour des questions de contraintes, de coûts de déplacement, d'emploi du temps, parce que c'est plus facile de dire aux gens on se donne rendez-vous tous un samedi matin de 10h à midi, on fait une formation ensemble, plutôt que des gens de la France entière doivent se déplacer pour être physiquement au même endroit au même moment. Mais je pense que cet aspect positif, il est contrebalancé par toutes les contraintes de la communication. On communique quand même beaucoup moins bien si jamais on ne voit pas les gens, si on ne voit pas sur leur visage, si jamais ils comprennent ce qu'on dit, s'ils sont intéressés. L'enseignant a toujours cette adaptation constante. Quand il va faire son cours, il va voir l'écho qu'a son cours et il va reprendre son propos. S'il voit que tout le monde décroche, il va réexpliquer. Là, moi, je n'ai même pas l'image de mes étudiants, parce que pour des questions de bande passante, on leur demande de désactiver leur caméra, donc je ne vois même pas leur tête. Si je voyais leur tête avec la latence, ça ne donnerait pas grand-chose, parce que ça serait assez figé comme image, mais c'est très difficile pour l'enseignant de savoir si jamais l'étudiant comprend ce qui est fait, d'où ce qu'on avait mis dans le cours. Après chaque séance, les étudiants avaient un QCM à faire sur le site, qui leur donnait une note, et ce QCM permettait de voir ce qu'ils avaient compris de la séance. Et comme ça, on savait si à la séance d'après, on reprenait certaines notions, ou si jamais c'était acquis, on pouvait continuer. Voilà, on est obligé de mettre en place certaines choses qu'on ne ferait pas forcément dans un cours classique pour essayer de limiter les effets négatifs de l'enseignement à distance. Et, du coup, je me demande comment c'est possible du coup de s'approprier un cours en présentiel de cette manière-là. Enfin, est-ce que ce serait possible du coup de réutiliser les vidéos par exemple de Game of Thrones comme vous faites dans des cours en présentiel ? Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'au début, quelque part, j'étais triste de faire ce cours uniquement à distance. J'aurais préféré avoir des étudiants en face de moi. Et puis, quand je regarde le produit fini, je me dis, si j'avais la possibilité de faire ce cours en présentiel, ce ne serait pas possible. Parce que c'est de la simulation, c'est quasiment du jeu. Après chacune des vidéos, ce que je ne vous ai pas expliqué, parce que ce n'était pas opportun à cet instant-là, au premier cours, les étudiants passent un concours. Assez particulier comme démarche. Premier cours, ils passent un concours, ils sont classés, et en fonction de leur classement, ils choisissent le rôle qu'ils vont avoir dans les simulations. Et là, on sort un petit peu de ce qu'on fait normalement à l'école, où chacun se met d'accord, et puis c'est la personne la plus charismatique qui va faire le chef de groupe et qui va représenter un groupe pour les travaux en sous-groupe. Là, c'est le mieux classé qui choisit le métier de commissaire de police, de juge d'instruction, de procureur, et en fonction de ça, qui va tenir son rôle. Et puis, après chaque séance, donc on passe un QCM pour voir ce qui a été acquis ou ce qui n'a pas été acquis. Ce qui est assez amusant, c'est que les étudiants qui avaient été sélectionnés à la base voulaient tous, 23 sur 25, être avocats.
Moi-même, ayant été policier et magistrat, j'étais un peu déçu d'avoir que des futurs avocats. J'ai rien contre les avocats, mais j'aurais voulu avoir des policiers et des magistrats. Le concours d'entrée, donc ils n'ont pas encore eu un cours. Le premier prend commissaire de police, le deuxième juge d'instruction, le troisième procureur. Et pourquoi ? Parce que nos étudiants, alors qu'ils sont quand même à bon niveau, que ce sont des bons étudiants qui sont à Bac+5, se disent le concours d'avocat, taux de réussite 1 sur 10, le concours de commissaire de police, de magistrat 1 sur 100. Donc ils sont déjà dans une logique très résignée de se dire je vais à 22-23 ans m'orienter vers la filière où j'ai le plus de chances d'avoir un métier et je renonce à passer peut-être un concours plus prestigieux, un concours qui m'aurait peut-être plus fait rêver. Et ce qui est assez intéressant dans le cours, c'est qu'à la fin du cours, ceux qui avaient joué les rôles de commissaire de police, de juge d'instruction et de procureur ont changé de choix de concours et vont passer ces concours. Donc on leur a redonné l'envie de passer certaines choses qui leur paraissaient inaccessibles à la base. Merci de ces éclairages qui vont nous permettre de mieux comprendre un petit peu justement les enjeux qu'il y a derrière toute la stratégie, la scénarisation pédagogique qu'évoquait André. Mais une question pour avancer encore dans notre débat. André, dans les étudiants que tu as face à toi au quotidien, quelles évolutions tu vois dans la façon d'être en cours, de travailler, de faire son travail d'étudiant en lien avec le numérique? Quelles sont les évolutions actuelles que tu perçois? Alors, je réponds avec le numérique. Avec le numérique. Parce que sinon, moi, je me méfie énormément des trucs, des discours sur l'évolution des étudiants. Oui, on est bien sur le numérique là. Non, il y a une chose, enfin, on en a parlé, mais que j'aimerais savoir et que je ne sais pas, et les études qui ont porté là-dessus, à ma connaissance, ne sont pas de très bonne qualité. Ce serait, est-ce qu'on est capable de rendre compte de façon précise de l'évolution dans la façon de prendre des notes. Prendre des notes avec un ordinateur portable quand je vais en cours versus prendre des notes avec un stylo et un papier. Est-ce que ça change les choses? Et si ça change les choses, qu'est-ce que ça change? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais savoir, parce que une chose est sûre, c'est qu'il y a 10 ans, l'étudiant qui venait avec son ordinateur portable pour prendre des notes en cours, il était rare. Maintenant, il fait partie de la majorité. Et tu penses que ça change? Ça a changé? Il y a des études là-dessus, oui, qui montrent des changements. Malheureusement, ce sont des études où on ne contrôle pas bien les variables et on ne contrôle pas bien notamment l'aisance initiale. Comparer quelqu'un qui tape sur son ordinateur avec 2 doigts avec un étudiant qui écrit bien à la main, est-ce qu'on compare des choses qui sont comparables? Comparer quelqu'un qui écrit, c'est-à-dire il écrit sur le plan horizontal et quand il lève les yeux, il voit son professeur, par rapport à un ordinateur portable où mon plan, ce que j'écris, c'est à la verticale, ce que je tape, c'est à l'horizontale, et il faut que je regarde par-dessus mon écran pour voir mon professeur qui parle. Ce n'est pas comparable. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des très bonnes revues qui publient des papiers en ce moment sur cette question, et c'est pas encore bien vissé. Donc il me tarde d'être dans 10 ans pour voir si on sait répondre à cette question dans 10 ans. Sans compter qu'en plus, il y a le côté de l'enseignant, mais du côté de l'élève, mais il y a aussi le côté de l'enseignant, qui lui-même, dans sa façon de faire cours, facilite ou pas. On a parlé des PowerPoint, par exemple. On va tout à l'heure y revenir dessus, mais c'est vrai que ça peut ou pas faciliter les choses. Ouais. Et après, je crois que c'est ce que tu disais toi tout à l'heure, je crois l'avoir entendu dire, c'est après il y a le truc qui est de dire, en tant qu'enseignant, des fois quand tu vois 50 laptops devant toi, tu dis bon, qu'est-ce qui se passe quoi? Et des fois tu as envie de savoir ce qui se passe. Envie de savoir, oui. Okay. Des fois, tu dis, bon. Vanessa, dans les témoignages que tu as des enseignants auprès desquels tu interviens, eux ils disent quoi des étudiants et des élèves qu'ils ont en face d'eux? Quand ils viennent t'interroger, ils te disent « Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux travailler avec nos élèves ?» Ils te disent quoi des élèves qu'ils ont en face d'eux ou des étudiants qu'ils ont en face d'eux? C'est très varié, mais bon, c'est vrai que ce qui revient souvent, c'est bon, ils apprennent plus, j'ai un peu des bœufs en face de moi, j'arrive pas à les solliciter, ils manquent de curiosité, ils décrochent.
c'est régulièrement les discours assez caricaturaux d'ailleurs, parce que finalement, quand on voit un certain nombre de choses dans les classes, ça ne se passe pas toujours de manière aussi dramatique. Mais c'est vrai que souvent, les constats, ils sont un peu comme ça, alarmants, et il y a une recherche d'urgence. Et ça ne se passe pas forcément comme ça. En fait, on va me demander quel outil je peux utiliser, parce que j'entends ça. Et ma réponse est toujours la même, c'est avec quoi vous êtes à l'aise, vous, et comment vous avez envie de vous approprier ces situations. Puis quel est votre message pédagogique initialement déjà, revenons-en à l'essentiel, parce que vouloir faire du support pour du support, ça sert à rien. Vouloir faire du numérique ou du jeu vidéo ou du serious game pour en faire, ça sert à rien. Si on n'a pas assez fondamentaux en termes d'objectifs et de messages pédagogiques, on ne s'en sort pas déjà. Donc je dirais que la première chose, c'est de se reposer la question de sa propre posture, de ses propres fondamentaux, et puis à partir de là, de dérouler le fil et de se dire qu'est-ce qui pourrait venir en appui à ces messages-là, et pas construire les choses dans l'autre sens comme je l'entends souvent, à savoir je veux un serious game parce que j'ai entendu que ça marchait, donc lequel vous me conseillez pour... Non, mais il faut prendre les choses dans l'autre sens en fait. Donc pour moi le problème il est toujours là, et donc je ne cherche pas forcément à répondre aux questions, mais plutôt à inverser le processus de prise de conscience, analyser peut-être autrement les choses et prendre un autre recul sur la posture professionnelle, sur l'espace-temps de la classe. Est-ce qu'on est sur du temps court ou du temps long? Le temps numérique est du temps court, le temps de la classe est un temps considéré comme long aujourd'hui, puis on n'est pas sur les mêmes espaces. Est-ce qu'il ne faut pas revoir plutôt la salle de cours plutôt que de revoir le matériel à disposition? Peut-être qu'il faut revoir un petit peu tout en même temps, mais c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je réinterroge en fait ce qui n'a pas été interrogé. Je viens toujours demander ce qui n'a pas été énoncé ou essayer de trouver ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit. C'est mon rôle de psychologue, n'en déplaise à beaucoup. C'est comme ça aussi qu'on peut faire avancer certaines réflexions. Et par contre, pour revenir tout à l'heure sur ce qui était posé sur l'écriture entre ordinateur et écriture à la main, moi ce que je vois, alors j'ai pas les études en tête, mais le fait qu'on soit dans une écriture liée avec un stylo, et effectivement qu'on soit sur une certaine posture physique sur sa feuille, et qu'on puisse faire du grafouillage comme on l'a tous fait en réunion avant les ordinateurs, ça change tout. Aujourd'hui on est en réunion, on est sur Facebook, sur nos mails, où on écrit ce qu'on veut sur nos Word, mais on n'est plus en train de s'approprier nos petits papiers, à se dessiner des choses et à être capable de s'ennuyer. Et c'est cette capacité d'ennui, je crois, qu'on perd aussi avec le numérique, et finalement qu'on peut retrouver peut-être avec le mind map, avec les cartes heuristiques. C'est-à-dire que la prise de notes sous d'autres formes que la prise de notes tout court, en fait. Est-ce que la question est de prendre en note par écrit, écriture cursive, ou est-ce que c'est écriture numérique qui change vraiment la donne, ou est-ce que c'est l'intentionnalité du message qu'on est en train d'écrire qui n'est pas peut-être plus importante, et sous quelle forme on va avoir envie de le faire? Il y en a qui auront une intelligence plutôt rythmique et qui auront envie de le chanter, et d'autres qui auront envie de le déduire, d'autres qui auront envie d'avoir quelque chose de très visuel. Enfin, voilà, on a tous peut-être un mode aussi d'apprentissage quand même très, très différent, et peut-être que c'est ça que ça vient nous montrer aussi. Mais je vais rebondir là-dessus parce que je voudrais demander à Maëlle, quand on s'ennuie en cours, on fait quoi avec son ordinateur? Sur Facebook. Moi, je regarde mes mails. Toi, tu regardes tes mails? Les collègues, vous utilisez des liaisons entre vous ou... Enfin, moi, vu que je suis en langue des signes, on signe entre nous, mais du coup, c'est pas sur le numérique. Mais la plupart vont sur Facebook beaucoup, ouais. C'est vraiment le truc... Mais... Certains enseignants nous ont dit oui, mais ils viennent vérifier ce que je leur dis en allant sur Internet en même temps que je leur parle. Tu confirmes? Ouais, moi j'ai des profs que du coup j'ai retrouvé leurs cours mot pour mot sur Internet, et du coup oui, on va toujours plus ou moins vérifier les cours des profs, ouais. Mais du coup c'est plus pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi ce qui me questionne aussi c'est en fait je me dis, ça m'arrive aussi d'aller sur Facebook en cours, mais du coup c'est vraiment il y a des cours où on le fait pas en fait, et c'est là où du coup je me dis nous étudiants avec les nouvelles appropriations qu'on en fait, du coup il y a de plus en plus de choses qui nous sont accessibles, et du coup qu'on fait en même temps d'être en cours, mais du coup il y a des cours où il y a personne qui va sur Facebook, et du coup c'est vraiment aussi du coup comment le prof s'approprie le cours, et comment le prof nous met un PowerPoint ou Game of Thrones ou autre chose, et du coup c'est vrai que même entre nous on en discute et on se questionne de se dire moi ça m'est déjà arrivé avec des copains de se dire comment
comment ça se fait que ce cours-là, en fait, on sort et on se dit, c'était quoi? Enfin, on n'a rien écouté du cours. Et il y a des cours, on ressort et on en parle pendant 2 heures. Et on n'a pas été sur Facebook, on a été écouter le cours tout le temps, en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment aussi Je pense que c'est une question qui va vraiment dans les 2 sens aussi, quoi. Mais si tu identifies, si tu compares un peu les 2 types de cours que je viens d'évoquer, est-ce que les technologies numériques interviennent de la même façon dans les 2 types de cours? C'est-à-dire que c'est pas lié aux technologies? Je pense, pour ce que tu as vu dans ton expérience. Oui, mais pour moi c'est lié sachant que moi tous mes profs c'est des PowerPoint, et du coup c'est notamment lié sur le PowerPoint photo ou le PowerPoint écrit. Et du coup, quand c'est un PowerPoint écrit avec plein de cours, du coup, forcément, on n'écoute pas parce que le prof, il lit son PowerPoint, et quand il y a des photos, c'est beaucoup plus pédagogique, quoi. Mais après, pour moi, dans mes cours, ça va pas trop plus loin, quoi. Mais... Ça va pas plus loin, c'est ça. C'est ça, en fait. André, en tant que psychologue et spécialiste de ces questions, aussi, l'image, le PowerPoint, l'image, t'en dis quoi, toi, comme support et pour les enseignants? C'est intéressant parce que pour une fois, les études ne vont pas dans le sens de l'intuition. Montrent plutôt que quand on compare, les expériences, en gros, ça consiste à enregistrer un prof pour être sûr que tous les étudiants entendent exactement les mêmes mots dits de la même manière, et on fait varier le support visuel. Et donc, typiquement, on va comparer un PowerPoint qui est complètement redondant avec ce qui a été dit, un PowerPoint dans lequel il n'y a que ce qu'on ne peut pas dire avec des mots, c'est-à-dire des images, des graphiques, des tableaux, et un PowerPoint hybride dans lequel il y a ce qu'on ne peut pas dire avec des mots, plus les titres, les mots-clés, les messages importants. Et quand on fait passer aux étudiants des questionnaires de satisfaction, c'est toujours la version 2 qui obtient les meilleurs scores. Quand on regarde les notes à l'examen, c'est la version 3 qui obtient les meilleurs scores. Et c'est une des nombreuses illustrations de ce qu'avec Franck on appelait le paradoxe préférence-performance, et qui est que les jugements des étudiants sur la qualité d'un support ne sont pas nécessairement prédictrices des notes qui vont être obtenues à l'examen. Là, c'est vraiment l'image qui est bien entendu importante, mais ça, c'est quand même, ça fait plus de 2500 ans qu'on le sait, que l'image, ça sert à transmettre des choses qui ne se transmettent pas bien avec des mots. Mais c'est le fait que le support visuel, il n'est pas efficace que pour transmettre ça, il est aussi pour faire une chose qui est très importante, c'est le travail de hiérarchisation. Et en ce sens-là, le PowerPoint remplit cette double fonction d'image et de hiérarchisation. D'accord. Et donc, si on met en lien ça avec les prises de notes, par exemple, on peut apercevoir qu'effectivement, ça va avoir un effet. Évidemment. Tu as magnifiquement conclu ce oui, mais que j'aurais dû dire, moi. Ceci dit, je suis très triste. Je suis extrêmement triste pour l'instant. Parce qu'on a vu quelque chose qui est à milieu de ce qui se fait. Et de quoi on parle? De PowerPoint. Et de PowerPoint, on se dit que derrière le PowerPoint, il y a un cours magistral. Ou pas? Dans vos expériences. Ouais. Tu utilises des PowerPoint dans des cours autres que cela? Dans ce cours, oui, il y a Non, dans d'autres cours. Dans d'autres cours, oui, j'ai un PowerPoint. Et je suis en train de réaliser qu'il faut que j'annule mon PowerPoint, qu'il est trop lourd. Et oui, il y a ça. Et c'est vrai que moi, j'avais la vision du PowerPoint comme étant un peu une synthèse. Et en fait, je servais... Mon PowerPoint était à la fois la destination des étudiants et à la fois ma destination à moi, pour ne rien oublier. Et donc, je me rends compte qu'il est beaucoup trop chargé en information. Et c'est vrai que sur un cours d'une quinzaine d'heures, je dois avoir un PowerPoint qui doit faire 100 diapositives. Enfin, au niveau pédagogie, c'est pas bon du tout. Mais je vais reprendre tout ça. Et oui. Et les étudiants écrivent. Alors, ils me demandent mon PowerPoint, mais je leur donne. Mais après, si je leur donne le PowerPoint, ils ne suivent plus parce qu'ils vont regarder Facebook en même temps. Donc, c'est affreux. Mais il y a des étudiants qui ont trouvé des moyens de contourner ça. Ils s'organisent entre eux pour prendre des notes. Et après ça, ils se font des renéos comme sur médecine. C'est très connu, ça. En médecine, qui font ça, oui. Oui, il y a même une entreprise, une start-up, qui s'est lancée dans les prises de notes collaboratives. Vous avez eu affaire à ça, non? Pas du tout? Non, pas du tout. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Le principe est le suivant, c'est les étudiants prennent des notes et en même temps, c'est rassemblé sur un site.
Et ça permet, au fur et à mesure, d'affiner et d'améliorer, et donc d'avoir une prise de notes beaucoup plus efficace. Vous imaginez un petit peu le problème que ça pose. Je crois bien savoir que c'est à Lyon 3 qu'il y a eu un problème de quelqu'un qui avait pris des notes, mais qui avait revendu les notes après ça à d'autres. Non, alors moi je suis pas au courant de cette mais peut-être que Jean-Paul c'est une vieille histoire. Non, si je dis ça, c'est parce que ça fait partie des contournements aussi. Parce que en réalité, quand on parle de ces technologies, on s'aperçoit que là, pour l'instant, on est finalement assez soft. Hormis ce que tu as présenté, finalement, on s'aperçoit qu'on est dans un truc finalement assez ordinaire. On utilise des supports visuels un peu améliorés, on travaille à ce qu'ils soient mieux. Puis finalement, globalement, la situation pédagogique reste la même. Et puis alors, dans le même temps, il y a 2 ans, il y avait ici quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Marcel Lebrun, qui aujourd'hui écrit beaucoup sur la classe inversée, intervient beaucoup sur la classe inversée. Vous réagissez comment à cet écart entre la réalité, qui est la réalité PowerPoint cours magistral, et la promotion que quelqu'un comme Marcel Lebrun fait des cours magistraux? Qui est-ce qui veut bien réagir à ça? André, peut-être, toi qui es peut-être confronté à ça. Je suis en train de lire le futur livre de Marcel, donc ben voilà. Non, je trouve que la question que tu poses me semble une question extrêmement profonde et extrêmement importante. La question que tu poses n'est pas du tout superficielle, vraiment. Je pense qu'on n'a pas réalisé, avec nos discours convenus sur le cours magistral c'est mal, c'est has-been, c'est pas bien, etc. Je crois qu'on n'a pas réalisé quelque chose qui a été très bien dit ce matin par Jean-François Cerisier. Malheureusement, tout le monde n'était pas là ce matin, qui est que enseigner, une des caractéristiques des situations d'enseignement, c'est un lieu et c'est un temps. Autrement dit, le fait que le cours magistral ce soit inintéressant, has-been, dépassé, machin, etc., je veux bien, mais c'est un lieu et c'est un temps. C'est un lieu où les gens se déplacent pour venir, et pendant un temps qui dure 2 heures, eh ben, ils vont être centrés, si le cours est bon, bien entendu, ils vont être centrés, ils vont être focalisés sur le savoir qui est en jeu dans ce cours-là. Et comment ? Je veux dire, on peut faire beaucoup mieux que ça avec des personnes qui sont capables de décider par elles-mêmes qu'elles sont capables d'utiliser un lieu et d'utiliser ce même temps, 2 heures, un lieu dans lequel il n'y a pas Facebook, il n'y a pas le reste de la famille qui vient vous crier dans les oreilles, il n'y a pas c'est un lieu pour travailler, un temps pour travailler, un temps pour apprendre. Et je crois que vraiment, c'est ça qu'on sort du débat quand on critique les formes classiques d'enseignement, c'est que les formes classiques d'enseignement, c'est d'abord un moyen d'organiser une contrainte de temps et une contrainte de lieu. Et je crois que enseigner, c'est aussi ça. Et bien entendu, si les gens sont capables de décider par eux-mêmes qu'ils vont apprendre, si les gens sont capables de décider par eux-mêmes du temps qu'ils vont apprendre, de comment ils vont apprendre, ce qu'ils vont apprendre, ça marche très bien, ça. Mais c'est confondre, me semble-t-il, le fait de mettre des ressources de qualité à la disposition des gens et le fait de créer des situations d'enseignement et des situations de formation. Et ce que je crois aussi, c'est que ce mythe-là, donnons des bonnes ressources et les gens apprendront par eux-mêmes, il ne date pas d'hier, il date de la bibliothèque d'Alexandrie. Enfin, je veux dire, c'est cette confusion entre créer des ressources de qualité, mettre à disposition les connaissances et enseigner, cette confusion, elle ne date pas d'aujourd'hui. Le numérique n'est qu'une énième répétition de cette grande illusion, de cette grande confusion entre ce que c'est que concevoir une situation d'enseignement et ce que c'est que concevoir des bonnes ressources. L'idée, c'est qu'il ne faudrait pas opposer les deux. Oui. Il faudrait comprendre qu'en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, je voudrais rebondir sur en même temps que vous êtes en train d'étendre une machine ou de vous occuper de vos enfants, ça ne va pas marcher du tout. Il y a aussi le problème des outils.
Pour tous ceux qui travaillent dans des administrations, on a des ordinateurs qui sont bridés, verrouillés pour des questions de virus, d'intranet. Et donc, du coup, il faut qu'on ait des outils performants pour pouvoir faire de ce type de formation avec toutes les difficultés techniques, des notions de bande passante, de connexion Internet, il faut avoir un micro-casque, des choses comme ça. Et je crains beaucoup, moi, dans tout ce qui est développement de l'enseignement à distance, parce que là, je pense que ça serait complètement dévoyer l'outil et ça serait complètement tuer l'outil. Voilà. Donc, se méfier de ces choses-là, oui. D'accord. Alors, on parle d'enseignement à distance. Alors, on va te demander, on va essayer de faire un petit focus maintenant sur plus l'enseignement secondaire et l'enseignement primaire. Là, on a beaucoup parlé de l'université, à travers nos expériences respectives des uns et des autres. Vanessa, tu interviens assez régulièrement auprès d'enseignants du secondaire et du primaire. Comment, aujourd'hui, toi, à travers les retours que tu as, tu vois un peu l'appropriation de ces technologies? Est-ce que c'est un peu comme on vient de le voir là, finalement, pas tant que ça, ou il y a des questions qui se posent dans ce que tu vois, toi? On est toujours sur les mêmes constats. Il y a des volontés d'avancer, mais des peurs. La question de la formation revient effectivement toujours. On ne veut pas avancer ou parce qu'on n'a pas la formation ou qu'on ne sait pas ce qu'on pourrait faire avec les outils. Pour moi, c'est quand même une fausse question, cette question-là, parce que je pense qu'on peut avancer sans avoir forcément le background parfait, qu'on peut se lancer aussi dans le grand bain en essayant et que les élèves sont tout à fait aptes à répondre à ce type de situation où on met 3-4 tablettes dans une classe et on voit, il y a 4-5 élèves qui vont se mettre autour, ils vont se l'approprier, on sera surpris de ce qui va émerger. Et après tout, est-ce que c'est pas ça aussi, une classe, faire émerger une curiosité d'apprendre, une curiosité d'aller vers autre chose et d'expérimenter, de se retrouver en collaboration et de mettre à l'épreuve peut-être ses propres fonctionnements, positionnements par rapport aux autres, etc. Donc je crois qu'il y a beaucoup de nouveaux modèles en fait qui sont juste en train d'émerger, qu'il y a beaucoup de réticences, de peur. La question de l'infrastructure revient aussi en permanence. Beaucoup d'établissements ne sont pas encore suffisamment équipés en termes de Wi-Fi ou on met de plus en plus d'ordinateurs dans les écoles, mais il y a toujours le même réseau Wi-Fi, ce qui fait que ça saute de plus en plus et que personne n'arrive à s'en sortir et qu'on rajoute en plus des tablettes dessus, plus des téléphones, plus... Bon, et à un moment, on ne s'en sort pas du tout. Donc il y a beaucoup de volonté de faire avancer les choses malgré tout ce qu'on pourrait entendre de conservatisme, etc. Parce que c'est quand même beaucoup de choses caricaturales qu'on entend partout. Moi, je vois quand même des volontés d'avancer, mais des difficultés sur le terrain par manque d'accompagnement, par manque peut-être de confiance et de légitimisation personnelle. On va avoir tendance à avoir besoin qu'un inspecteur valide une proposition, par exemple, sur tout un département ou des choses comme ça, pour que vraiment les choses avancent, ou qu'il y ait une stratégie d'établissement qui soit numérique, et à partir de là, si la stratégie d'établissement est de mettre tout l'argent qu'il faut sur un établissement connecté, eh bien, tout le monde suivra quand même potentiellement, même avec certaines réticences, parce qu'on peut faire aussi du numérique sans numérique. On peut exploiter les codes des jeunes, leurs codes de partage, d'échange, de collaboration et de cooptation, en étant juste dans la réelle avec du papier-crayon. On peut liker un post Facebook en ayant une main réelle qu'on pourrait lever, ou un unlike qu'on pourrait lever aussi. Enfin, tout est retransposable, en fait, dans la réalité. Pour moi, le tout, c'est d'utiliser des codes qui nous parlent à nous, dans la transmission, et qui parlent aussi aux jeunes. Mais après, dans les difficultés, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Et je pense que c'est aussi un manque de confiance et de légitimisation. Dès que les personnes essayent des choses et qu'ils se sentent un petit peu en confiance et que finalement ils voient que les élèves sont tout à fait enclins à aller vers le numérique et en plus à conseiller le professeur vers d'autres choses qui faillotent parce qu'ils vont leur montrer des nouveaux niveaux que le professeur n'avait pas vus, des nouvelles fonctionnalités, etc. On change de rapport à l'enseignement, on change de rapport à l'enseignant, à l'apprenant. Et en fait, les postures se modifient toutes seules. Et c'est pas le numérique qui le modifie en tant que tel. C'est un long travail en fait d'évolution de notre société qui vient se révéler à travers le numérique pour moi. Et donc un changement de posture, un changement de transmission qui passe du vertical à l'horizontal, constat qu'on a à peu près tous fait. Et c'est cette question de l'espace-temps, moi c'est ce qui me travaille le plus concrètement, parce qu'effectivement l'espace-temps de la classe il n'a pas changé depuis 1871 si je dis pas de bêtises, avec l'estrade, voilà, les choses doivent être bien carrées, les tables doivent être bien alignées, alors qu'on pourrait complètement envisager des établissements avec des fenêtres et des portes qui se lèvent, qui se montent, qui se bougent, des espaces qui soient
amovibles, aménageables, des temps où on travaille voilà, par demi-journée à 3-4 professeurs. Les projets pluridisciplinaires, c'est pour moi les choses qui sont aujourd'hui très intéressantes et vers lesquelles on est en train de tendre, parce que ça nous rassure, parce qu'on est plusieurs et parce qu'on mutualise nos compétences et on se rend compte qu'à plusieurs cerveaux, on s'en sort mieux qu'à un seul. Et donc c'est valable aussi bien pour les jeunes que pour les adultes, en fait. Quand les enseignants travaillent ensemble et qu'ils se rendent compte qu'en équipe, ils sont plus forts, qu'ils sont plus compétents, qu'ils se font plus confiance et qu'ils ont plus de résultats, finalement, je trouve que c'est des impacts assez intéressants. Alors, on a évoqué 2 questions, on va les prendre l'une après l'autre. La première, c'est l'espace. Tu as commencé à évoquer des éléments de changement d'espace, tu parlais de fenêtres et autres. Il se trouve qu'en ce moment, il y a un certain nombre de projets, on entend parler, certains d'entre vous savent ce que c'est, les CCC, les successeurs des CDI, Centre de documentation et d'information, Centre de culture et de connaissance. Ça se veut une évolution de lieux, d'espace. Et puis, il y a dans le supérieur, mais on le voit aussi dans le secondaire, on y était il n'y a pas très longtemps, sur une rencontre autour des Learning Labs. On parle aujourd'hui de nouveaux espaces d'apprentissage. Vous réagissez comment à ce genre de proposition? André, toi, quand tu entends parler de ça, ça te dit quoi? Puisque tu as abordé la question de l'espace. Est-ce que changer la forme physique des lieux, des lieux d'enseignement, de la façon de circuler dedans, est-ce que c'est un facteur qui pourrait, avec le numérique évidemment pour accompagner ça, pourrait rendre service, être une véritable évolution? Dans les Learning Labs, on voit bien qu'il y a cette expérimentation-là, par exemple. Le CDI a été conçu à une époque pour remplir une double fonction qui était une fonction de mise à disposition de documents et un espace de travail personnel pour les élèves. Et ces 2 fonctions ont été associées pour une raison que j'ignore, sans doute d'organisation de l'emploi du temps, dans le même lieu. Et maintenant, la première fonction, bien entendu, petit à petit, elle va devenir très secondaire, et donc il n'y a aucune raison qu'à terme, ces 2 fonctions continuent d'être associées. Elles vont forcément être dissociées. D'autant plus que le numérique va rendre quasiment obsolète toute une partie des fonctions des CDI. De la première catégorie et pas de la seconde. Oui. Bien sûr. Vous avez il n'y a vraiment aucune raison. Voilà, par contre, certains discours sur... en modifiant ces espaces-là, je parle les espaces de travail personnel, on va modifier des façons d'apprendre. Ça, je suis pas complètement sûr. Alors, et juste pour nuancer, pas pour nuancer, pour prendre non pas la collaboration entre les enseignants, mais la collaboration entre les élèves, pour un autre mythe qui m'agace, selon lequel les élèves, en apprenant à plusieurs, ils apprendraient systématiquement mieux que quand ils apprennent seuls. Oui, quand apprendre seul, ça ne marche pas. Mais quand apprendre seul, ça marche, apprendre à plusieurs, ça ne sert à rien. Donc il faut rappeler, non, c'est là, toutes les études là-dessus les résultats des expériences contrôlées le montrent très très bien. C'est quelque chose qu'un élève apprend très bien tout seul. Le fait de le conduire à apprendre la même chose à plusieurs, ça ne sert à rien, parce qu'apprendre à plusieurs, ça présente un coût, qui est le coût de la coordination entre les élèves, le coût de la confrontation, de la coordination, etc. Bien entendu, le travail collaboratif, le travail à plusieurs entre élèves, c'est absolument magnifique quand ça permet d'apprendre des choses qu'on ne peut pas apprendre tout seul. Okay. L'idée, c'est ça, c'est de dire, attention, il ne faut pas croire à l'idée que la modification des espaces ou la modification des outils va modifier des formes pédagogiques. Ce matin, je me suis amusé à présenter une diapo un petit peu cruelle. On s'est amusé à recenser, en tout cas nous le croyons, les 17 tâches principales qui sont utilisées aujourd'hui en classe. Ces 17, je mets au défi quiconque d'en trouver une seule qui n'était pas déjà dans les salles de classe il y a 1 siècle, il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, etc. Et peut-être que si les formes évoluent si peu, c'est peut-être pas pour des raisons complètement superficielles et complètement liées à la mauvaise volonté.
Le partage d'expérience, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et on ne dit pas qu'il faut collaborer au détriment de l'apprentissage individuel. Pour moi, c'est complémentaire. Et justement, c'est des temps où un élève qui a plutôt une intelligence justement liée à de la collaboration et à de l'interpersonnel sera pas en difficulté pour le coup. Il pourra se positionner autrement et pour une fois être leader et pas juste celui qui est toujours à la fin, en dernier, parce qu'il n'arrive pas à se mobiliser tout seul, parce qu'il est désinvesti intérieurement, etc. C'est une mise en branle quand même d'une autre dynamique, de pouvoir repositionner des élèves, d'être aussi potentiellement dans un jeu de rôle et dans un accompagnement aussi voilà, de la construction des élèves entre eux, et de leur apprendre à travailler ensemble, parce que ce seront des futurs collaborateurs d'entreprise qui vont devoir collaborer ensemble. On nous apprend à travailler de manière individuelle, mais on est tous obligés de travailler ensemble, et on est bien en difficulté par moments aussi, parce qu'on ne nous a pas appris à le faire. Donc pour moi, le fait de s'appuyer sur les modes collaboratifs habituels des jeux vidéo, des réseaux sociaux et d'un certain nombre d'autres pédagogies, existantes, c'est aussi quelque chose d'intéressant comme complémentarité pour permettre d'appuyer certains processus, justement de mettre des dynamiques en place et de permettre d'ouvrir peut-être d'autres possibilités d'apprentissage. Mathias voulait réagir. Oui, sur le fait de travailler à plusieurs, sur le couple. Et j'ai constaté qu'il y avait vraiment l'endroit où ils étaient le plus faibles, c'était sur la capacité à travailler en groupe. Alors peut-être personnel est dans son coin parce qu'on a chacun notre rapidité d'apprentissage, nos méthodes d'apprentissage, mais en tout cas, je pense qu'il n'est pas enseigné, qu'il n'est pas travaillé, en tout cas pas assez. Et pourtant, dans le monde de l'entreprise, on doit travailler en équipe. C'était flagrant, on leur demandait donc de construire une procédure et il n'y avait pas d'intelligence de groupe, il n'y avait pas cette capacité de dire il y en a un qui ne fait pas comme les autres, qui se positionne en organisateur, qui va déléguer, qui va dispatcher les tâches, qui va demander à chacun de faire des choses différentes. Non, ils faisaient tous le même acte. Et donc du coup, si on leur disait, bon, pour la semaine prochaine, on fait notre procédure, vous faites le procès-verbal de saisine, l'interrogatoire des différents témoins, des constatations, ils voulaient tous faire chacun des actes. Et ils étaient incapables de se répartir le travail et surtout de le mettre en musique, c'est-à-dire qu'il y avait personne qui disait moi je vais relire le travail de chacun et vérifier que c'est cohérent. Et donc là, peut-être que le travail sous forme de simulation, sous forme de classe virtuelle pourrait permettre de travailler plus facilement en groupe. Je pense qu'il y a quelque chose à développer de ce côté-là. Maëlle ? C'est drôle parce que moi, du coup, je le vois de l'intérieur, je le vois pas du tout de la même manière. Et moi, je le vois vraiment comme le fait que, du coup, même si on arrive à travailler tout seul, et bah, du coup, le fait d'être travaillé avec les autres, c'est un peu ce que tu disais, mais que du coup, on amène toujours quelque chose en plus en fait dans le travail du groupe avec l'autre. Et du coup, moi, je le vois comme justement le fait d'être en groupe, et enfin peut-être que ça dépend des expériences, mais il y a toujours quelqu'un qui arrive à être leader, à motiver autrement, et du coup et à dire par exemple là on va utiliser on n'a qu'à se partager le document sur tel truc, et du coup et justement où je ressens quand même le fait que de plus en plus on utilise les réseaux sociaux et tout ça pour communiquer et réussir vraiment à coopérer et à travailler ensemble, quoi. Alors, ce qui les a mis en difficulté sur le fait de travailler en groupe, c'est quand on le fait à l'école, souvent les étudiants choisissent leur groupe eux-mêmes et c'est le leader du groupe qui va s'imposer sur un positionnement de leader. Là, avec le système de concours, le leader du groupe n'était pas forcément la personne la plus charismatique, la plus capable de gérer un groupe. Et c'est ce qu'on retrouve dans la vie active. Vous ne choisissez pas vos collègues de travail et vous ne choisissez pas votre chef. Et donc la capacité de travailler ensemble dans ces conditions leur posait des difficultés. C'est là qu'on voit qu'effectivement l'importance aussi du guidage et de la scénarisation, pour revenir à ce terme de scénarisation. Alors, juste, je voudrais faire une allusion ici par rapport à... J'avais un sous-entendu tout à l'heure dans la question que j'ai posée sur les nouveaux lieux, parce qu'ici nous avons nos amis du canton de Vaud, et dans le canton de Vaud, il y a un lieu qui est très médiatisé, qui est le Learning Center de l'EPFL, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, dont on sait qu'il fait beaucoup réfléchir dans plein de lieux. L'Université de Lille 1 va ouvrir un Learning Center normalement au mois de décembre prochain. Un certain nombre d'autres lieux sont en grande réflexion là-dessus. D'autres ont déjà avancé du côté de Marseille aussi. On a déjà cette évolution. Donc on sent bien que derrière tout ce que tu as dit, André, tout ce qu'on a pu échanger là, il y a des changements. Et c'est probablement, c'est ça qui est assez étonnant quand on écoute les uns et les autres, c'est que c'est probablement pas
par le numérique qu'arrive le changement, mais c'est le numérique qui va être intégré à des changements de style espace-temps. Je reprends cette expression-là de tout à l'heure parce qu'elle est vraiment importante. Il reste un point, et puis on va donner la parole à la salle pour les questions et éventuellement pour les témoignages juste après. Il reste un point qui est évoqué très rapidement tout à l'heure à travers le mot infrastructure, à travers aussi les mots dysfonctionnement. Dans vos expériences respectives, ça marche ou ça marche pas, les technologies Alors, je ne vous l'ai pas dit, l'incident de début, c'est moi. J'ai coupé le son. Chut, faut pas le dire. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que comment on réagit face à un incident comme cela? Alors, ça vous arrive assez souvent? Ça pose problème? Alors, c'est une véritable difficulté parce que clairement, on perd le public. Les étudiants, ça marche, c'est très bien, ils attendent 5 minutes, ça marche pas, ils s'en vont. Donc, d'où l'importance, quand on fait de l'enseignement à distance, de ne pas être un enseignant, mais d'être au moins 2. Parce qu'il faut qu'il y en ait un qui puisse gérer. Alors là, c'était un problème technique collectif, vous étiez tous pénalisés, mais on a parfois juste un étudiant qui, dans son coin, n'a pas le son, n'a pas l'image. Et donc là, le groupe ne peut pas s'arrêter pour récupérer l'étudiant. Donc il faut qu'on ait quelqu'un qui soit peut-être plus sur un positionnement d'informaticien, de gestion technique, qui puisse récupérer cet étudiant et lui permettre de raccrocher les wagons. Ça, c'est une véritable difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous empêche d'aller plus loin dans l'enseignement à distance, c'est peut-être le fait que l'informatique, un jour ça marche, le lendemain ça marche pas. On a fait 2 essais tout à l'heure, ça marchait parfaitement, après ça marchait plus. Et ça, c'est une véritable difficulté. Quand j'étais policier, j'avais ma formation à l'école de police à Montceau-les-Mines. Non, c'était pas Montceau-les-Mines, je sais même plus où c'était, à Canécluse. Et on avait ces systèmes d'amphi virtuels où on avait une salle qui avait le professeur et une salle qui avait une retranscription en système de vidéo comme ça. C'était il y a 10 ans et une fois sur 2, ça ne marchait pas. Donc je pense que là, il y a encore des progrès à faire parce que c'est un véritable frein pour aller plus loin. C'est souvent ce qui se dit dans tous les témoignages qu'on recueille, c'est finalement c'est un repoussoir pour les étudiants, pour les enseignants. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, après, il ne faut pas forcément compter entièrement dessus. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de profs qui me disent « Oui, mais j'ai prévu tout mon cours sur YouTube et puis j'ai Internet qui ne marche pas. » Oui, mais il faut prendre ses précautions et puis télécharger les vidéos au préalable et avoir tout en local. On ne peut pas compter sur la technologie. Si on compte uniquement sur ça, effectivement, on est en difficulté. Après, je pense qu'enseigner, c'est transmettre un message et que même si on est en difficulté avec le matériel, le message, on peut quand même le transmettre autrement. Il va falloir faire preuve peut-être de plus d'ingéniosité. On va plus galérer. On sera quand même un peu plus... dans la panade, mais on pourra quand même s'en sortir et proposer autre chose, d'autant plus si on a prévu un système D, parce qu'on est toujours obligé de prévoir un système D quand on travaille avec le numérique, quoi. Oui, et pourtant, André nous a bien expliqué tout à l'heure que c'était mieux quand ça marchait bien quand même. Alors, on va proposer maintenant éventuellement que la salle ait des questions à poser, peut-être aux uns et aux autres, à travers tout ce que vous avez entendu. On peut avoir un micro dans la salle ou pas, d'une façon ou d'une autre? On a un technicien ou quelqu'un peut prendre... Qui veut prendre la parole? Question, remarque? Là-bas, oui, allez-y, parlez fort, on vous entend. Je veux bien répondre. La pratique, je n'applique pas forcément comme le fait tout simplement de renvoyer du contenu à voir en dehors du temps de classe. Mais justement, c'est une manière de prendre du temps de classe pour faire des choses plus actives avec les élèves. Et il ne suffit pas effectivement de donner des vidéos à voir aux élèves quand ils les regardent. Il y a des stratégies avec eux quand ils le fassent. D'accord, alors qui veut réagir Je suis tout à fait d'accord avec votre proposition. Justement, ce qui m'intéresse aussi dans ta démarche de Game of Thrones avec les élèves, ce serait de me dire comment on pourrait le réexploiter façon classe inversée, en donnant justement peut-être des capsules numériques avant les cours, peut-être une par semaine ou tout cumulé, et de leur faire une sorte de théâtre forum dans le réel, derrière, pour échanger les positions et pouvoir montrer qu'en fait, on peut être dans un cours magistral et en fait faire vivre un amphi de 300 personnes. Parce que moi, je l'ai vu faire ça, du théâtre forum comme ça, sur des nœuds de situations où on est différentes personnes à se repositionner, à reposer des questions et
pour moi, la classe inversée, ça peut être aussi ça. C'est partir d'un matériel ressource, peu importe sous quel format, et pendant le cours, retravailler ces situations-là, remettre des mots, remettre du discours, etc. Donc là, on est sur des classes beaucoup plus âgées, qui sont autonomes et qui sont capables d'aller faire cette démarche, ou si on leur envoie un lien, ils sont dans une démarche d'apprentissage volontaire, et donc ils vont aller le faire. S'ils ne le font pas, c'est leur problème. Pour des plus jeunes, on va peut-être pouvoir employer d'autres types de solutions, comme des jeux. Via l'essai-erreur, on va pouvoir faire apprendre à un enfant tout plein de situations. Il va se rendre compte, via ses propres stratégies et planifications, via ses propres difficultés rencontrées et réussites, surtout, parce que c'est important de réussir. Il va mettre en place d'autres modalités. Il va se rendre compte de comment il apprend, de ce qu'il a vraiment mis en échec. Il va pouvoir réexploiter sa situation, réexpérimenter d'autres choses. Et une fois qu'il aura bien compris et que ce sera bien ancré dans son expérience corporelle, donc dans sa mémoire à long terme, là, le professeur peut mettre d'autres types de mots, mettre le discours associé et expliquer l'équation mathématique qui va avec la situation de Little Big Planet qu'on a fait expérimenter, et faire expliquer la relativité dans Portal, expliquer le calcul du volume dans Minecraft, expliquer les couches géologiques dans Minecraft toujours. Enfin, on peut utiliser en fait n'importe quel support en faisant essayer des situations à un élève ou à un jeune tout court, même hors situation d'apprenant, et mettre des mots dans l'après-coup. Et pour moi, on est déjà dans le principe finalement de ce qu'est la classe inversée, dans le sens où on explique après une appropriation personnelle d'une démarche et d'une expérimentation corporelle. Il est toujours difficile d'enfermer les choses dans un modèle unique, surtout quand on parle des classes inversées, puisqu'on sait qu'il y a plein de pratiques différentes et qui ont chacune leur qualité. Oui, j'ai bien aimé votre remarque. On est en train, avec quelques collègues, de préparer un MOOC sur les classes inversées. Et j'ai essayé d'emmerder le groupe jusqu'à ce qu'on soit d'accord sur une définition de ce qu'était la classe inversée. Et on a réussi à se mettre d'accord pour dire la classe inversée, c'est à partir du moment où on s'autorise à penser différemment le temps et différemment l'espace. Et ça, c'est la première réponse. Et deuxième réponse, on va dire c'est le versant positif. Le versant négatif, c'est la classe inversée, ça me gêne vachement parce que c'est l'inverse de quoi ? Si faire classe, c'est faire des cours magistraux et donner des exercices d'application à la maison, il faut faire un suicide collectif tout de suite. Hein. Je veux dire, je ne sais pas, il y a encore des gens qui font ça, ça existe encore. Vous en avez vu, vous ? Il y en a qui font ça, oui. Oui. Alors, on a peut-être une autre question ? Une autre question. Ici, là, juste devant. Attends, prends le micro, parce que c'est enregistré. Sur les espaces, André, est-ce que tu pourrais aller un peu plus loin et revenir là-dessus ? Moi, j'ai quand même l'impression que le changement d'espace, quelque part, ça crée aussi, entre gros guillemets, une mise en danger de l'enseignant et donc un changement. Je pense bien sûr à l'école primaire, où, voilà, le travail en îlot, le travail en U, c'est aussi dans le secondaire, mais voilà, c'est pas la même chose que du randonnion, c'est pas la même chose le travail en atelier, c'est pas les mêmes pédagogies qu'il y a derrière. Donc avec le LTC, j'ai pas encore 50 ans, Jean-Paul, donc j'ai pas encore été voir le Rolex, mais une private joke, voilà. Mais est-ce qu'on a justement des études ? Est-ce que les étudiants du Rolex Center étudient mieux qu'à l'université d'à côté, quoi. Voilà. Je crois juste, mais je veux dire quelque chose d'extrêmement banal, que concevoir une situation d'enseignement, c'est concevoir une alternance d'organisation du travail individuel et du travail collectif, du travail où les élèves sont centrés sur l'enseignant et des périodes où les élèves sont centrés entre eux, sur les interactions entre eux, en tout petit groupe, en binôme, en groupe moyen. C'est ça. C'est juste trouver l'organisation matérielle et sociale qui me permet d'organiser le mieux l'apprentissage.
c'est tout. C'est pour ça que j'ai énormément de mal, enfin, avec là du coup avec l'enseignement supérieur, où parfois on a des contraintes d'emploi du temps. Je ne parle pas pour moi, en SP, on jouit d'une très grande liberté, où on a des contraintes d'emploi du temps qui vous disent il y a tant de cours magistraux, tant de TP, tant de TD, et où il y a des formes qui précèdent le design du cours. Tandis que dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement primaire, c'est le design du cours qui commande l'organisation de l'espace et l'organisation du temps. Et quand on laisse les formes contraindre notre travail, c'est qu'on n'est pas encore en maîtrise de notre propre outil de travail. Mais sinon, on est totalement libre d'organiser le temps et l'espace. On va peut-être prendre une dernière question, s'il y en a encore une. Eh bien non, eh bien il va nous rester... Ah si, une là-haut, excusez-moi. J'allais trop vite. Notre collègue là-bas en haut sera la dernière, puisque vu l'heure, il est peut-être temps pour vous de poser, puis on pourra toujours aller discuter. Il y a encore quelques bistrots d'ouverts à côté, ou un petit peu de café. Oui, à vous la parole. Oui, excusez-moi. Une question très rapide que j'ai vu passer sur Twitter et qui m'a interpellé, c'est l'utilisation des droits pour Game of Thrones. Comment vous avez géré ça? Alors, c'est une question qui est très pertinente, parce qu'en fait, c'est la première question que je me suis posée et que j'ai perçue tout de suite comme une bride. Est-ce que je vais pouvoir aller plus loin dans mon idée, ou est-ce que droit d'auteur, propriété intellectuelle, politique du parapluie, est-ce que je ne dois pas m'arrêter tout de suite? Et il se trouve que dans notre équipe à l'Université de droit, on a un avocat spécialisé en propriété intellectuelle qui a dit on ne s'embête pas avec ces questions-là, on est sur l'exception pédagogique, on est sur un accès à un public limité, qui se fait par des mots de passe, donc il n'y a pas de divulgation de la série en grande quantité. Et puis, mon cours repose quand même sur 12 extraits d'1 minute 30, et avec ça, on a fait 30 heures de cours. Donc, il n'y a pas du tout d'atteinte au droit d'auteur par rapport à ça. Et c'est un peu, je pense, un peu toute la difficulté qu'on a quand on veut enseigner et innover. C'est un peu toutes ces contraintes administratives, juridiques, qui bien évidemment sont pertinentes et qu'on doit avoir à l'esprit, mais qui à un moment vont nous empêcher de réfléchir. Il faut qu'on conçoive un produit, puis après on se pose des questions de est-ce qu'il est viable, est-ce qu'il est juridiquement acceptable. Mais si on commence par se poser toutes ces questions, parfois on ne fait rien. Parce que c'est en construisant le cours qu'on voit ce qui donne. Tu abordais tout à l'heure la question de la contrainte de forme. Nous, on est très embêtés avec la contrainte de forme, parce qu'à l'université, on a un calendrier, on a des plages horaires. Moi, je suis obligé de faire mon cours entre 20h et 22h ou 21h et 23h, parce qu'on n'a pas réussi à dégager de créneaux horaires en journée où les étudiants qui sont dans différents diplômes puissent se connecter ensemble. Donc on n'a pas de temps, et on n'arrive pas non plus à échapper au calendrier universitaire. On pourrait dire c'est un diplôme universitaire, c'est pas un diplôme d'État. On va démarrer notre diplôme, vous savez que l'enseignement à l'université, on commence mi-septembre, on s'arrête mi-mai. Donc on pourrait faire très bien notre cours de mi-mai à mi-septembre, vu que c'est un cours à distance. Ben non, on ne peut pas, parce qu'on ne rentre pas dans le schéma de l'université, dans le calendrier de l'université. Donc là, on a plein de limites administratives, judiciaires, donc il faut qu'on soit capable de prendre quelques distances si on veut essayer d'enseigner autrement. Est-ce que ça ne devrait pas être le premier défi, justement, dans ta classe, en fait, de demander aux jeunes si Game of Thrones est exploitable ou pas? Alors, oui et non. Non, parce que c'est une question extrêmement technique de propriété intellectuelle, et moi, c'est un cours de droit pénal. Alors, ça peut sembler surprenant pour les non-juristes, mais en fait, le droit est censé régir un peu toutes les facettes de la vie sociale, et donc, du coup, c'est une question extrêmement précise à laquelle on a pu avoir une réponse, parce qu'on a justement dans l'équipe un spécialiste de la question, mais sinon, c'était pas évident d'avoir une réponse à cette question. Et donc, j'aurais mis en difficulté mes étudiants, et ça aurait été un cours en soi. Comme quoi, nous avons une conclusion remarquable, c'est que parfois, il faut être dans l'illégalité pour aller jusqu'à l'appropriation complète. Messieurs, mesdames, je vous remercie beaucoup de votre attention, et je voudrais qu'on applaudisse très fortement nos intervenants, et qu'on remercie aussi Christophe pour nous avoir amené son robot de téléprésence qui vous a permis d'apprécier son joli sourire. Et un petit mot, allez Christophe. Je vous propose d'aller continuer les discussions dans les bars autour de Ludovia. Voilà, bonne soirée à tous et merci beaucoup. Tu veux faire une photo? Ah, il y en a qui veulent des photos avec les robots, si vous voulez venir. Pour ceux qui veulent faire des photos, oui, tout à fait. Allez-y. Hein. Pour ceux qui veulent faire des photos avec les robots, ça peut être... voilà. Venez.
Si les intervenants... Vous voulez bien venir, s'il vous plaît? On se Vous voulez bien venir? On va faire une photo avec les quatre intervenants. Tu restes là? Voilà, on fait une photo. Mathias, tu veux bien venir? On vient à la lumière, on va faire une photo avec... Allez, bien, c'est bon là? Voilà, super. Allez, on y va. C'est bon là? Tu y es? Merci. Allez, c'est pour le journal.